Daniel Schneiderman, bonsoir. Bonsoir. Nous vous recevons pour une chaîne internet qui s'appelle Thinkerview. Est-ce que vous pouvez vous présenter succinctement ? Oui, alors je suis journaliste, je suis fondateur, animateur, directeur de publication du site Arrêt sur Image. Et le site Arrêt sur Image prolonge l'émission Arrêt sur Image qui a été diffusée sur France 5 entre 1995 et 2007 et qui a été supprimée assez brutalement de la grille en 2007. Certains s'en souviennent peut-être. Ouais. Alors par ailleurs, je fais une chronique tous les lundis dans Libération qui elle-même succède à une chronique que je faisais dans le journal Le Monde dont j'ai été licencié. Là, c'était en 2003. Et j'ai commencé ma carrière de journaliste au Monde en 1979. Ouais, ça ne nous rajeunit pas tout ça. Ça ne nous rajeunit pas, je suis vraiment désolé. Hein. Ça fait 30... je suis vraiment désolé de faire le vieux. 39 ans. Ouais, je sais pas. 39 ans depuis... Ah ouais, c'est bien calculé. Ouais, ça va vite. Hein. Ça va vite. Virer du Monde, pourquoi ? Alors, virer du Monde, parce que la critique média, c'est compliqué. Pourquoi c'est compliqué ? Parce que, en fait, ma spécialité, c'est de faire de la critique média dans les médias. Donc, c'est ce que je faisais au Monde, où j'avais une chronique d'abord quotidienne, puis ensuite hebdomadaire, qui était une chronique de réflexion sur les médias, enfin, les mêmes trucs que je fais encore aujourd'hui. Et quand il s'est trouvé que Le Monde lui-même a été au centre d'une polémique, puisqu'il y avait un bouquin qui avait été publié en 2003, il s'appelait La face cachée du monde. Je sais pas si... On se tutoie ou on se voit ? On se tutoie. Ouais. Donc, je sais pas si tu t'en souviens. On expliquera pourquoi on se tutoie après. Ah, je sais pas, alors tu expliqueras, parce que moi je le sais pas en fait. D'accord. Donc un bouquin extrêmement critique sur le monde, et j'en avais rendu compte dans ma chronique, et ça n'a pas plu à la direction de l'époque. Donc qui s'appelait Jean-Marie Colombani, Edoui Plenel et Alain Minc, et donc j'ai été viré. Mais t'étais au courant de tout ça, non ? Ouais. Non, on a bossé depuis 48 heures sur ton dossier. Ah, très bien. On a appelé des copains journalistes, ils m'ont dit « Oh, tu vas recevoir le fouille, merde !» Ouais. Mais c'est flatteur, C'est flatteur. Hein. Non ? Si, complètement. On va expliquer pourquoi on se tutoie. On s'est vu il y a combien de temps ? Il y a 2 ans, parce que tu cherchais mon numéro de téléphone, t'as contacté un journaliste d'investigation pour l'avoir, le journaliste en question, Denis Robert, qui t'a gentiment dit d'aller tu l'aurais pas. Et ensuite, on allait te voir sur Internet. Et oui, puis... Comme je suis insistant comme garçon, je t'ai finalement trouvé. Non, c'est moi qui t'ai trouvé. Et c'est moi qui t'ai donné rendez-vous. Parce que tu savais que je te cherchais. Ouais. Et puis t'avais peur qu'on se fâche un peu derrière. Moi, j'avais pas peur de grand-chose. Après, donc... t'as peut-être un pouvoir de nuisance qui m'échappe, si tu veux. Mais... Ouais, bon, enfin, on peut être casse-couille aussi, mais on n'est jamais casse-couille, on est gentil. Et donc... Tu fais la critique des médias. Alors, attends, mais il faut raconter comment on s'est rencontrés, parce que c'est drôle. Je t'ai dit. Pas l'endroit exact, mais. Ah, pas l'endroit exact. Je t'ai dit, viens, on va faire du sport. Ouais, voilà. Et t'es venu habillé en dimanché, et tu m'as dit, non, le sport, c'est pas trop pour moi. Ah, c'est pas du tout mon souvenir. Mon souvenir, c'est qu'on s'est retrouvés dans un grand parc de la banlieue ouest parisienne. Ça va comme ça ? Ça va. Ça va ? Ouais. Il faisait beau. Et qu'on a fait des tours de parc. J'avais l'impression d'être Woodward et Bernstein en une seule personne et de rencontrer Gorge Profonde. Mais sauf que si tu veux, tu m'as rien dit. Donc, voilà. Donc j'ai fait le déplacement pour rien. Exactement. Et donc, à la suite de ça, on s'est intéressé un peu à Arrêt sur Image. D'ailleurs, on était très fans du temps où c'était sur France 5, c'est ça ? C'est ça. On avait été tous très attristés de voir cette émission disparaître, vaporiser. Le motif, c'était aussi la critique des médias. Le motif, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'on était... France 5 faisait à l'époque... fait toujours partie du groupe France Télévisions. Et donc... en fait, la surprise, c'est pas qu'on ait été viré en 2007. La surprise, c'est qu'on ait tenu si longtemps. Puisque l'émission a commencé en 95. 2007, ça fait 12 ans. Finalement, le truc étonnant, c'est qu'on ait pu tenir 12 ans en étant cette espèce d'ovni à l'intérieur de la télévision... Alors c'était compliqué parce que en 12 ans, il y a eu plusieurs présidents successifs de France Télévisions qui sont succédés. Et le nouveau président de France Télévisions, quand il arrivait, en fait, il avait 2 voix. Il avait la voix de l'intérieur, c'est-à-dire les journalistes de France Télé, du 20h, de France 2, etc., qui lui disaient « Mais quand est-ce que tu vires ces emmerdeurs, etc. » Mais en même temps, comme c'était France 5, il avait aussi la voix des enseignants, des profs, qui rencontraient, parce que c'était à l'époque la chaîne du savoir et de la connaissance. Et les profs, eux, ils lui disaient « Formidable, Arrêt sur Image, c'est l'émission qu'on attendait depuis toujours, qui enfin, ceci, cela, machin. » Et donc, finalement, peinard, sauf qu'un jour, il y en a eu un peu plus obtus que les autres, qui s'appelait Patrick de Carolis. Et alors, Patrick de Carolis, donc, qui est devenu président de France Télé, et quelques années avant, il s'occupait d'une émission de France 3 qui s'appelait Déraciner des ailes, et il avait bidonné une émission, c'est-à-dire qu'il avait fait passer dans son émission un faux sauvetage en montagne pour un vrai sauvetage. Et c'est nous qui avions révélé le bidonnage. Alors après, 2 ans après, quand le gars il devient président de France Télé, voilà. Ça rappelle de toi, quoi. Il s'est rappelé. Et t'as sauté. Et voilà. C'est chronique un petit peu, ça, dans le monde journalistique ? Quoi donc ? De faire sauter les gens qu'on n'aime pas trop ? En général... Ceux qui fouillent un peu trop. Ouais, en général, on se débrouille plutôt pour les placardiser.
C'est-à-dire, on se débrouille plutôt pour les muter ailleurs, Alors, à la télévision, c'est ce qui se fait beaucoup. À la télévision, les gens dont on veut se débarrasser, on leur file un titre à 3 lignes, on les met dans un bureau et on les oublie à la télévision publique. Il n'y a pas tellement de journalistes virés. Non, mais c'est vrai. Je sais pas. Dans les dernières années, des journalistes virés des grands médias. Alors Aude Lancelin que tu as reçu a été viré du Nouvel Obs, voilà, mais à part ça, il y en a pas des masses. En général, ça se passe d'une manière plus, on va dire, plus soft. Bon, t'as écrit un petit bouquin, Berlin 1933. Pourquoi n'ont-ils rien dit? Ça raconte quoi? Putain, elles sont hard les questions ici. Fais pas le malin. non, je salue les questions. Qu'est-ce que ça raconte? Ça raconte la manière dont Hitler et les nazis ont été couverts par la presse internationale, c'est-à-dire la presse des futures démocraties, les Français, les Britanniques, les Américains, à partir du moment où ils sont arrivés au pouvoir, c'est-à-dire en 1933. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en 1933, quand Hitler arrive, il y a 200 journalistes occidentaux qui sont correspondants à Berlin, pour des journaux, le New York Times, le Daily Mail, à l'époque c'était Paris Soir, quelques journaux qui existaient à l'époque, qui existent encore, le Figaro, la Croix, l'Huma, etc. Donc ils sont 200. Ils sont habitués à couvrir l'Allemagne, ils ont couvert les gouvernements précédents, ils sont habitués à travailler à peu près normalement, et puis d'un coup arrive cette espèce d'ovni politique, le nazisme avec Hitler. Et comment des journalistes normaux, calibrés pour une période normale, pour un régime politique normal, vont arriver, ou ne vont pas arriver plutôt, puisque en fait c'est ça le sujet du bouquin, à raconter ce qu'ils voient. Donc là, il faut raconter un peu plus en détail. Ils se donnent des. Non, mais j'attends des questions. C'est chiant, mais c'est pas assez. Je compte un peu sur un échange. Non, mais l'échange, il viendra après. Il viendra après. Ouais. D'accord. Là, on pose les bases. Parfait. On fait l'anaconda. Donc là, t'attends des tunnels, en fait. Non. Tu vas voir. Tu vas voir à quelle sauce tu vas te manger. Donc, dans le bouquin, t'expliques qu'ils se retrouvent tous dans un bar où ils se retrouvent tous, ils discutent, ils se racontent leurs petites histoires. Et il y a une autocensure gravissime. Voilà. Après, l'histoire absout ceux qui ont pris position contre ce qui se passait dans cet asile de fous. Raconte-nous un petit peu. Non, mais ce qu'il faut raconter, je pense, c'est comment j'ai eu l'idée de ce livre. Je sais pas. Non, ça, c'est la question, ça va venir. Ne vole pas les questions, laisse déployer. Donc la question, c'est qu'est-ce qui se passe dans l'Allemagne de 33, de 39? Les journalistes, ils se retrouvent à combien? Ils s'échangent des informations. Ils sont 200. Ils sont 200. Ils côtoient le monde politique pour être sous le robinet de l'information et ils refusent de marquer ce qu'ils voient, clairement. Ou ils sont bornes, ils font de l'autocensure. Alors c'est plus compliqué que ça, si tu veux. En général, c'est des gens qui sont en Allemagne depuis longtemps. C'est des gens qui aiment l'Allemagne, qui sont germanophones. Leur seule plus-value d'ailleurs. Ouais, parce que je veux dire, en général, ils sont sur le poste de Berlin parce que ils parlent allemand. Il n'y a pas tellement de journalistes qui parlent allemand, ni aujourd'hui d'ailleurs, ni encore à l'époque. Donc voilà, leur plus-value, c'est qu'ils parlent allemand. Et donc ils veulent pas être expulsés. Mets ton micro droit. Alors, voilà. Oui. Impeccable. C'est bon les gars? Ça va? Pourquoi il n'y en a qu'un seul? Parce qu'il paraît qu'on peut pas en mettre 2 sur le col de chemise. Impeccable. On a expliqué ça. Est-ce qu'au niveau du son, c'est bon? C'est bon. Bon, et alors ce qu'il faut dire, c'est que quand les nazis arrivent, il y a un journaliste qui va être expulsé très vite. Parce qu'il raconte ce qu'il voit. Un mec de l'humanité, non? Non, c'est un américain, c'est un journaliste du Chicago Daily News, qui s'appelle Edgar Ansel Maurer. Je crois qu'il faut donner son nom parce que c'est important. Et qui depuis avant Hitler d'ailleurs, parce que en fait l'antisémitisme en Allemagne monte depuis des années sous la République de Weimar. Avant Hitler, il a fait des articles, il a fait un livre montrant et racontant avec des détails la montée de l'antisémitisme. Il a écrit que l'Allemagne était en train de devenir un asile de fous. Donc Hitler prend le pouvoir en janvier 1933 et 8 mois plus tard, en septembre, il est expulsé sur pression des nazis et l'ambassadeur américain cède. Et à partir de ce moment-là, c'est vrai que cette expulsion va agir comme une espèce de clôture électrique pour les autres, qui vont se visualiser très vite les limites qu'ils ne peuvent pas dépasser, les choses qu'ils ne peuvent pas dire, les limites qu'ils ne peuvent pas franchir. Donc ça a beaucoup joué dans l'autocensure de tous mes 200 confrères là, qui sont là. Et alors après, il n'y a pas que ça. Après, il y a des trucs plus profonds. Il y a le fait que, c'est quoi un correspondant dans un pays étranger? C'est essentiellement un journaliste qui essaye d'avoir des sources gouvernementales. Et en fait, à l'époque comme aujourd'hui, un correspondant à l'étranger, c'est quelqu'un qui couvre essentiellement le gouvernement du pays dans lequel il est. Quand il a un peu de chance ou un peu de liberté, il arrive à sortir de la capitale et aller sur le terrain, rencontrer des gens. Mais sinon, c'est avant tout un journaliste politique. Et un journaliste politique, c'est un journaliste qui couvre un parti ou un gouvernement. Et
il est calibré, il est formaté pour trouver l'institution politique qu'il couvre rationnelle, raisonnable. Son boulot, c'est d'expliquer à ses lecteurs pourquoi le gouvernement a pris telle mesure, pourquoi le président a fait tel discours. Et quand il se trouve en face d'un régime qui est manifestement, et c'est très vite évident, un régime de dingue, ils savent pas le dire. Ils n'ont pas les mots pour dire ça. Tu comprends? Oui? Non, mais voilà. Et alors, non seulement ils savent pas le dire, mais ils sont... les règles du jeu, pour eux, consiste à continuer à entretenir des relations normales avec les ministres de l'époque, ce qui est le cas pour tous les journalistes, sauf que là, les ministres, eux, avec qui ils doivent bosser, s'appellent Goebbels, Göring, et qu'il faut arriver à établir des relations professionnelles normales avec ces gens qui jouent pas le jeu. Et donc, tout ce qui va déborder, tous les premiers signes, et en fait ils sont très rapides, les signes de barbarie des nazis. La conférence de presse de l'ouverture du camp de Dachau. C'est beau, ça, non? Mais c'est formidable. On se dit le camp de Dachau, les nazis le planquaient, etc. Ça a été un secret, ça n'a pas du tout été un secret. Ça a été ouvert par Göring, par une conférence de presse où la presse étrangère a pu poser ses questions. Alors très vite, à partir de février, mars 1933, les opposants sont enfermés à Dachau par milliers. Je veux dire, en février 1933, il y a 5000 communistes qui sont balancés comme ça dans les camps. Donc, ça a arrangé les journalistes de l'époque, non? Pourquoi? Parce qu'ils étaient un peu contre les communistes, non? Oui, enfin, les journalistes de base, pas tellement. Ceux qui sont contre les communistes, c'est surtout leurs patrons. Et ça aussi, c'est un truc très important pour comprendre pourquoi le traitement d'Hitler a été ce qu'il a été, c'est-à-dire pourquoi globalement ils n'ont rien dit. C'est parce qu'aux yeux des patrons, soit les patrons français, britanniques, américains, la trouille numéro 1, c'est le communisme. On est au début des années 30, le communisme vient de s'installer en URSS, et la trouille numéro 1 des milliardaires de l'époque, c'est l'expansion du communisme. Et pour eux, Hitler va arrêter le communisme. Donc il y a une espèce de préjugé favorable quand Hitler arrive, ou en tout cas d'absence de préjugés défavorables. Bon, on est prêt à passer sur beaucoup de choses. Bon. Et ce qui explique que bon, alors les gars sur place, je t'ai expliqué, mais les patrons non plus, et les rédactions en chef non plus, ne les poussent pas à rencontrer les juifs, qui sont victimes déjà des premières persécutions, à rencontrer les communistes, etc. Ils ne sont pas poussés par leur rédaction en chef. Donc voilà, tout ça fait un ensemble de raisons pour lesquelles, en gros, de 1933 à 1939, puisque les Français et les Britanniques restent jusqu'en 1939, les Américains jusqu'en 1941, jusqu'à la déclaration de guerre après Pearl Harbor, ils ne vont pas raconter grand-chose. Comment t'as bossé? Pourquoi ce bouquin? Comment j'ai bossé? J'ai lu les collections, hein. J'ai bouffé des articles et des articles et des articles. Alors, paradoxalement, c'est plus facile aujourd'hui qu'il y a 20 ans. Ce qui explique peut-être pourquoi personne ne l'a fait avant moi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a quand même énormément de choses en ligne. Tout le New York Times est en ligne depuis le 19e siècle, et avec les mises en page d'origine. Ce qui veut dire que tu peux voir, quand tu lis un article... L'article qui a marqué en 3 lignes au bout de la page. Ouais, si tu peux voir s'il est en bas de la page 7 ou s'il est à la une. Donc, tu as une vision physique du journal. Bon, en France, toutes les collections de... Le site internet, ça s'appelle Gallica. Formidable site fait par la BNF, où tu peux relire au jour le jour la presse de l'époque. C'est passionnant, quoi. C'est angoissant et c'est passionnant. Bon, maintenant qu'on a fini le quart d'heure promo, d'accord, on passe aux choses sérieuses. Bah vas-y. C'était pas sérieux, là? Non, si, c'était sérieux. C'était d'ailleurs très sérieux, mais est-ce qu'il y a des parallèles à faire avec notre époque? Bah plein. Enfin, tu l'as lu. Ah, je suis pas arrivé à la fin. Ah bah c'est con, parce que les parallèles, ils sont à la fin. Merde. Donc on va se les faire ensemble. Oui, voilà. On va spoiler un peu, alors. Voilà. Les parallèles, il y a quoi? Il y a les parallèles, si tu veux. Le livre, comment il est né? Le livre, il est né après l'élection de Trump. L'élection de Trump, si tu te souviens. Cette sidération intergalactique dans tous les médias. Et surtout américain. C'est marrant parce que pour Arrêt sur Image, donc le site, on a beaucoup suivi la médiatisation des primaires, de la campagne de 2016, celle qui a élu Trump. Et on a vu les émissions américaines, les talk shows, les late shows, où tous les journalistes se marraient au début en parlant de la candidature de Trump. Je veux dire, t'as les plus grandes stars du journalisme américain qui t'expliquaient que jamais, non seulement il serait élu, mais même il serait jamais le candidat républicain. On a vu ces images. Et quand Trump a été élu, il y a eu une espèce de sidération intergalactique, comme tu dis, de beaucoup de confrères qui se sont dit, mais attends, qu'est-ce qu'on a raté? Comment on a pu rater ça? Et c'est à ce moment-là que plusieurs d'entre eux sont allés rechercher dans les collections de la montée d'Hitler pour essayer de voir si les devanciers avaient été meilleurs qu'eux ou pas.
Et c'est ça qui m'a donné l'idée, en fait. Devancier. Les devanciers, c'est les journalistes des années 20 et 30, ceux qui avaient fait le boulot avant eux, les prédécesseurs, si tu préfères, je sais pas comment on peut dire. Et voilà, l'idée, elle vient de là. Et ce qui m'a vraiment donné envie, ce qui m'a vraiment fait me dire, j'ai un sujet, si tu veux, c'est l'histoire du Saint-Louis. Le bateau qui fait des tours et des tours, avec les Juifs à l'intérieur, qui cherche... Un bateau qui part de Hambourg avec 1000 réfugiés juifs à l'intérieur, des Allemands, des Autrichiens. Les réfugiés sont sûrs qu'ils vont pouvoir demander l'asile aux États-Unis, en passant par Cuba. Enfin, ils ont monté leur truc. Et en fait, à Cuba, on les laisse pas débarquer, et aux États-Unis non plus. Et pendant 10 jours, le bateau va faire des ronds dans l'eau au large de New York, puis ensuite au large de la Floride. Il descend un peu, avec des gens qui négocient, qui essayent de fléchir le gouvernement américain pour qu'on les laisse débarquer. Finalement, le gouvernement américain ne laisse pas débarquer. Je veux dire, c'est des gens qui ont fui. On est en 39, c'est très important. On est en mai-juin 39, et c'est des gens qui ont fui l'Europe. Je veux dire, en 39, alors en 33 peut-être qu'on ne savait pas bien, mais en 39, Hitler, on le connaît. On sait ce que c'est, et on sait le sort qui attend les Juifs qui vont rester en Allemagne. On est après notamment la nuit de cristal, là, dont on a célébré le 80e anniversaire le week-end dernier. Et alors, moi, j'ai plongé dans les collections du New York Times. Je me suis dit, mais ils vont faire la une tous les jours. Tous les jours, ils vont essayer de faire monter des reporters sur le bateau, interroger les familles, parce que les réfugiés qui sont sur le bateau ont des familles aux États-Unis et tout. Je veux dire, ils vont faire du genre... Enfin, ils savent faire le New York Times, ça. Et pendant 10-15 jours, que dalle. Que dalle, c'est-à-dire des brèves ultra froides, en page intérieure, ultra factuelles. Par exemple, aucune interpellation à Roosevelt, au président Roosevelt, pour lui dire faites une exception, ouvrez le port, recevez-les, ils sont là. Rien. Ce que tu aurais pu imaginer être, tu sais, quand on dit les médias américains, tu les imagines tous, courant dans tous les sens, interpellant le pouvoir, le premier amendement, la liberté de la presse, etc. Rien. Et je me suis dit, comment il se fait qu'en 1939, le New York Times peut avoir un traitement aussi inhumain. Et en fait, voilà, c'est ce que j'ai eu envie de comprendre, et le bouquin, c'est pour ça. Trump, maintenant, ils l'ont pas vu arriver, la sidération. Qu'est-ce que ça reflète de notre société journalistique du XXIe siècle ? Son enfermement. Alors, s'agissant des médias américains, ça reflète son enfermement dans la bulle new-yorko-washingtonienne. Je veux dire, Trump a été élu, non pas à New York et à Washington, mais par un certain nombre d'États, dont les États de la Rust Belt, les États industriels, où tous les journalistes américains se sont dit, mon Dieu, on n'y est pas assez allé, tu vois, de la même manière. Non, mais ça, je veux dire, c'est la même chose en France. Dans les 30 dernières années, à chaque fois que Le Pen, père ou fille, ont fait un bon résultat, si tu veux, au présidentiel, au législatif ou à ce que tu veux, tu as une espèce de cri d'effroi des journalistes français qui se disent « Mon Dieu, on n'est pas allé sur le terrain, on n'a pas assez vu les gens, on n'a pas assez parlé aux gens ». Je veux dire, l'enfermement journalistique, il est français, il est américain, il est sans doute... On fait comment pour combattre ça ? On sort. On sort des confortables arrondissements parisiens où nous sommes en ce moment et on va voir les gens, si tu veux. Moi je te disais, mon job, à partir de 92, ça a été de critiquer les médias, mais avant, j'ai fait une douzaine d'années comme reporter au Monde. J'étais sans arrêt barré, à droite, à gauche, à la campagne, couvrant un procès, couvrant un fait divers. Salaire de misère ? Non, pour un salaire confortable au Monde. Combien ? À l'époque, je sais plus, c'était en francs, je crois que c'était genre... Je crois qu'on était payé genre 10 000, mais 10 000, ce qui ferait aujourd'hui 1 500 €. Mais 10 000, quand je suis entré, si tu veux, c'était formidable. Hein. Non, j'ai toujours été très bien payé au Monde, il n'y a pas de problème. Combien tu prends là ? Où ? Arrêt sur image ? C'est le... Alors, non, mais moi, je veux bien te le dire, il n'y a aucun souci, mais alors à ce moment-là, est-ce qu'on pourra parler du modèle économique de Thinkerview ? On va y venir. Du Thinkerview. Il n'y a pas de modèle économique. C'est-à-dire... On est tous bénévoles, on prend un peu de thunes sur Tipeee, ça nous paye les éclairages, le loyer, tout le bordel. On fait ça, c'était soit ça, soit les cours de bridge. Mais alors, tout le matos là... C'est payé par la communauté. C'est payé par la communauté. Ah ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. Et vous êtes combien à être bénévole ? Je sais pas, ça varie. C'est-à-dire, non mais vas-y. Entre 4 et 8. Entre 4 et 8. Et ça fait tourner une émission hebdomadaire Non, c'est aléatoire et erratique. D'accord. Alors nous, si tu veux, arrêt sur image, on a Attends, réponds à la question. Oui, mais je vais te dire. On a un modèle plus professionnel, c'est-à-dire que c'est une équipe de 9 personnes, des journalistes, documentalistes, webmasters, etc., qui sont payés, qui ont des salaires, qui ont des CDI. Donc moi, je suis comme tout le monde, j'ai un CDI et un salaire qui est, je te réponds, de 4 700 € mensuels net. Ça va. C'est pas ni plus ni pas ni moins. Tu t'attendais à plus ? Je te déçois, je suis désolé. Le principe que j'ai fixé au début, c'est que l'échelle des salaires de la boîte est de 1 à 3. Propre.
Écoute, je te laisse le dire. Moi, je suis factuel. Non, c'est propre. Je te donne les faits. Je C'est suis propre. heureux d'avoir ton approbation. Non, c'est propre. Revenons à nos moutons. Comment on fait pour secouer le journalisme? Ça sent quand même un peu le sapin, là, maintenant. Géopolitiquement parlant, c'est tendu. Il y a des réfugiés. Il y a des gens... Réfugiés. Des réfugiés climatiques, des réfugiés économiques. Il y a des déplacements de population. Il y a les États-Unis qui sortent des accords nucléaires. Ça chauffe. Il y a de la précarité qui monte en fonction exponentielle. Il y a des montées des tensions entre les différentes communautés. Il y a montée d'extrême gauche, montée d'extrême droite, montée d'extrême centre. Ça chauffe. Et les journalistes, on les sent, on les perçoit de temps en temps un peu trop sidérés. Comment on fait pour les aider? Comment on fait pour les aider? Ça, c'est la question. Il y a un truc que tu n'as pas cité, parce que je pense que c'est quand même ce qui est beaucoup plus déstabilisateur pour les journalistes. Si tu veux, tout ce que tu as cité, les réfugiés, etc., le monde qui va mal, les journalistes, ils savent gérer ça. Ils savent gérer le monde qui... Enfin, en tout cas, leur job, c'est de gérer le monde qui va mal, si tu veux. Ils préfèrent même gérer le monde qui va mal que le monde qui va bien. Vendre le monde qui va bien, ça les emmerde. Ça les emmerde et ça emmerde aussi les lecteurs. Je suis désolé de le dire, je sais pas, Tu te politiquement. rappelles de ma question? Oui, mais si tu veux, j'essaye de compléter ta question, qui était excellente. Mais Sans être trop professoral. Hein. Mais j'essaye néanmoins sans t'ennuyer. J'essaye de pas t'ennuyer. Comme dans le livre, d'ailleurs. J'essaye de pas ennuyer trop le lecteur. Bon, non mais je pense que ce qui déstabilise les journalistes, c'est pas tellement le monde qui va mal, c'est la concurrence aujourd'hui de Twitter et de Facebook. Je veux dire, c'est ça, c'est ça qui les déstabilise beaucoup plus que le monde qui va mal. C'est la concurrence de Thinkerview. On fait une concurrence, nous? Mais bien sûr. Non, attends. Bien sûr que tu sais pourquoi tu fais une concurrence aux journalistes? Je vais te dire pourquoi tu fais une concurrence aux journalistes. Ça va te flatter. Depuis la sortie du livre, qui est sorti début octobre, c'est l'émission qu'on fait aujourd'hui, là, est la première émission de télévision qui m'invite pour parler du livre. Parce que c'est pareil. C'est juste la première. Donc, si tu veux... 62 vues sur une radio et un petit passage sur une télé suisse. Une radio suisse. Oui, non, mais j'ai été invité par des radios, il y a des articles, etc. Mais la télévision française, aujourd'hui, ne s'intéresse pas au sujet dont on est en train de parler. Donc c'est dans ce sens-là que je te dis que oui, tu concurrences les médias, des gens comme toi, des nouveaux médias, comme Thinkerview, comme Le Média, comme tous les médias Brut, Loopsider, etc. J'en oublie plein, tous ces médias concurrencent Donc c'est pour ça qu'ils vont mal, les journalistes traditionnels, dans les médias traditionnels, si tu veux. C'est pas parce qu'il y a des réfugiés climatiques, c'est parce que il y a cette espèce de grand océan, si tu veux, cette espèce de lame de fond qui charrie le meilleur et le pire, comme on dit, et sur laquelle aujourd'hui de plus en plus de gens s'informent. Enfin, je veux dire, je te révèle pas l'histoire de la campagne de Trump, les fake news, les intox, tout ce que tu veux. Et pour eux, si tu veux, c'est terrible. Pour eux, c'est terrible parce que eux, ils sont habitués depuis des décennies à une certaine pratique professionnelle, si tu veux, avec ses bons et ses mauvais côtés. Les bons côtés, c'est que quand même, ils essayent de vérifier les infos et ils essayent voilà. Et les mauvais côtés, si tu veux, c'est que les médias sont aujourd'hui, comme en 1933, tenus par des milliardaires, que ce soit en France, en Grande-Bretagne ou aux États-Unis, et donc ils sont dans un suivisme et dans un biais idéologique qui ne s'avoue pas. Donc, je veux dire, les médias traditionnels aujourd'hui, voilà, c'est ça. Bon, et tout d'un coup, leur arrive sur la gueule le Twitter, Facebook, machin, qui poste sa vidéo. Jacqueline, je sais plus quoi, la gilet jaune de Bretagne, là, son nom m'échappe, si tu veux, qui fait je ne sais combien de centaines de milliers de vues sur... Jacqueline, c'est pas un média. Mais bien sûr que c'est, Jacqueline, c'est un média. Jacqueline, c'est un média. Jacqueline, sur le blocage des gilets jaunes, si tu veux, elle a un impact beaucoup plus important que tout ce que peut dire la ministre des Transports ou la ministre de l'Écologie. Et d'ailleurs, tu as vu, donc Jacqueline a fait sa vidéo. 5 jours après, tu as la ministre de l'Écologie qui lui a répondu de la même manière, en essayant de se faire filmer dans sa cuisine, avec un plan super serré pour qu'on ne voit pas l'appartement autour. Donc voilà. Donc l'univers médiatique aujourd'hui, c'est ça. Et ce qui déstabilise aujourd'hui les journalistes, c'est ça. Bon. Et si tu veux, tu me demandes comment sauver la presse. Je veux dire, je suis très honoré que tu me demandes comment sauver la presse, si tu veux. Je pense juste que sauver la presse va devoir se sauver elle-même, et elle va devoir se sauver elle-même. D'abord en affrontant cette concurrence-là, mais elle commence à le faire. Je veux dire, il y a des journalistes classiques qui commencent à plonger dans ces médias-là. Et ensuite, en faisant son objet, si tu veux. Je veux dire, parce que c'est bien joli la vidéo virale, c'est bien joli les trucs et les machins, si tu veux, mais à un moment, quand même, Alors, il y a deux façons de voir, si tu veux.
Il y a deux façons de voir les 10 ans qui viennent pour la presse. Il y a la manière optimiste et la manière pessimiste pour les journalistes. La manière optimiste, c'est de se dire il y aura toujours une place pour le journalisme professionnel. Il y aura toujours une place pour les journalistes qui vont vérifier les trucs, qui vont aller sur le terrain, qui vont aller au péril de leur vie en Syrie ou ailleurs pour rapporter des papiers, etc. Il y aura toujours une place, il y aura toujours une demande pour ça. La demande subsistera. C'est en général ce que les journalistes se disent plutôt pour essayer de se rassurer. Et la vision pessimiste pour la presse telle qu'elle existe, c'est de se dire, ben non. Je veux dire, la presse, selon le modèle démocratique, traditionnel, tel qu'on l'a connu en Occident, ça a été une parenthèse qui a duré un siècle et demi, disons. Comme la démocratie. Un peu peut-être comme la démocratie. Et on va passer à autre chose. Alors ça, je te cache pas que comme journaliste, moi, c'est un truc qui me terrifie. Parce que comme journaliste, je suis formaté, comme tout le monde, à une pratique traditionnelle du journalisme. Si tu veux, T'es quand même un peu plus ouvert que la moyenne. T'as j'en sais débarqué rien, sur Internet. Écoute, putain, c'est cool de venir ici, on se fait faire des... Je crois que ça devait être saqué ici. Non mais t'inquiète pas, Ah, tu bon, vas commencer à boiter dans pas longtemps. Non mais si tu veux, tu vois, moi je suis formaté, j'ai fait 25 ans au Monde, ensuite à la télévision publique, j'ai des réflexes de journaliste traditionnel, donc... Un peu comme t'as fait avec Jean-Marie Messier là. Je savais bien que ça allait arriver. Ils m'ont tweeté cet après-midi, j'ai regardé, ça m'a fait rigoler. Quoi ? Alors, vas-y, Jean-Marie Messier. C'est quoi ce truc-là ? C'est genre sur les chiffres, tu voulais pas parler des chiffres parce que t'allais parler de trucs beaucoup plus légers, et ainsi de suite. Oui. Ça, c'est une pratique journalistique en général ? Non, mais ça n'a rien à voir. Ça, je veux dire, Jean-Marie Messier, ce truc que j'ai traîné après pendant 10 ans, je suis heureux de t'en... Non, mais, ou 15, si tu veux, jusqu'à ce que je sois viré. J'ai vu cet après-midi pour la première fois, j'ai trouvé ça épique. Jusqu'à ce que je sois viré de France Télé. Quand j'ai été viré de France Télé, bon, toutes les attaques sur le thème, il est vendu à Messier, il est vendu au Grand Capital, se sont calmées, comme par hasard, si tu veux. Jean-Marie Messier, on l'a reçu, arrêt sur image. Alors, qui est Jean-Marie Messier ? Jean-Marie Messier était le PDG de Vivendi et le PDG de Canal+. Donc, c'était à l'époque où il était au sommet de sa gloire, on l'appelait J6M, c'est-à-dire Jean-Marie Messier, moi-même maître du monde, si tu veux. Et c'est le premier, si tu veux, qui a eu l'idée ou qui a essayé, mais enfin on s'en fout, tout ça c'est de la vieille histoire. Donc tu veux vraiment que je te raconte ça ? Attends, hein. Non mais c'est juste chiant, mais je veux bien. Enfin, je veux dire, il n'y a aucun souci. C'est le premier qui a essayé, étant propriétaire des tuyaux de la Générale des Eaux, si tu veux, rebaptisé Vivendi, de se dire tiens, dans ces tuyaux, je pourrais essayer de faire passer des programmes de télé. Donc il avait Vivendi, il a racheté Canal+ pour mettre les programmes dans ces tuyaux. Bref, maître du monde. Et on le reçoit à arrêt sur image. Mais arrêt sur image, si tu veux, on n'avait pas, notre rôle n'était pas de l'interroger sur ses projets industriels ou d'essayer de savoir si les comptes étaient trafiqués. D'ailleurs, à l'époque, personne ne disait que les comptes de sa boîte étaient trafiqués. Notre rôle, puisque en même temps qu'il était tout ça, si tu veux, ce mec passait en permanence dans Paris Match, se faisait photographier dans sa cuisine avec son sandwich et tout. Il était dans une bataille d'images, si tu veux. Nous, on s'était dit, bon, on va essayer de démonter ces images de mecs simples, qui a un trou à sa chaussette. Effectivement... Match avait... Tu sens la passion monter, là ? Ouais, t'inquiète pas. Non, mais t'es très très fort. Match avait publié une photo de lui avec un trou à sa chaussette, donc nous, on s'est dit, voilà. Et effectivement, avant que les caméras tournent, ton pote, comment il s'appelait ? Attends, mais tu mélanges tout, les gens vont rien comprendre. Non, mais elle est super ton émission, mais si tu veux, il y a des rappels pédagogiques qu'il faut faire. Je sais bien de faire de la bonne télé avec des coups, si tu veux, mais c'est bien aussi d'expliquer les choses. Allez, vas-y, professeur Schneiderman, on t'écoute. Écoute, tes abonnés jugeront. Mais c'est vrai, alors ça fait partie de mon formatage, j'aime bien expliquer les choses et j'aime bien que les gens comprennent à peu près. Et, enfin, j'essaye. Et bref, le mec s'assoit sur le plateau, et de la même manière que tous les deux, avant que ça tourne, on s'est dit 3 gentillesses, si tu veux, je lui dis 3 gentillesses. Je lui dis, vous inquiétez pas, on va pas parler de chiffres. C'est vrai, le boulot n'était pas de parler de chiffres. Bon, et donc cet extrait-là, d'avant-plateau, il sort sur je sais plus où, sur Internet, s'il y avait déjà Internet à l'époque. Et alors là, c'est devenu, le mec qui a rassuré Messier avant, lui disant qu'on lui poserait pas de questions saquées et tout, voilà, ce qui était profondément débile. Mais tout ça, tu m'as chopé sur Messier, parce que j'étais en train de te dire que j'étais formaté. Mais oui, voilà. Alors après, si tu veux, après, c'est vrai que 2 coups de pied au cul successifs du Monde et de France Télé m'ont sans doute aidé à me déformater un peu, si tu veux. Voilà. Mais tu sais, tu parles aussi de l'endroit où tu es. Tu parles aussi... Non, mais Bourdieu, mon ami Bourdieu, disait... Mais d'où parlez-vous ? Et c'est vrai, c'est important. Là, on est dans une cave avec le modèle économique que tu nous as expliqué. Je pense que tu parles et tu as le ton de l'endroit où tu es. On est indépendant, on est tranquille. Oui, voilà, t'as le ton du mec indépendant et tranquille, donc tout va bien. Tu parles d'un philosophe. Est-ce qu'on peut parler d'un journaliste, Pierre Karl ? Qu'est-ce que t'en penses ?
Les nouveaux chiens de garde, ça te parle? Qu'est-ce que ça a donné? Bah alors, Pierre Carl, il faut relier à ce qui suit, si tu veux. C'est lui qui a sorti ces 3 minutes de conversation de small talk avec Messier, en tirant la conclusion que j'étais vendu à Messier, si tu veux. Voilà, non, mais il faut relier tu vois, toujours mon côté prof. Faut relier les choses. Et c'est vrai que, voilà, c'est quelqu'un avec qui... Alors, Pierre Carl, si tu veux, s'il faut en parler, on a un vécu commun, puisque quand j'étais au Monde, si tu veux, il avait souhaité travailler avec moi. Un documentaire sur la classe politique française qu'on devait traiter comme les animaux d'un zoo, si tu veux, c'est ça le but. Donc on est allé tourner une fois ensemble, alors lui il filmait et moi j'étais censé faire le commentaire. Et on est allé tourner une fois ensemble à la Garden Party de l'Élysée, c'était sympa, c'était bien. C'était Mitterrand, ça ne nous rajeunit pas. T'as bien mangé? On n'a rien bouffé parce qu'on bossait. Et c'était sympa, tout se passait bien. Et puis à un moment, je me suis rendu compte qu'en fait, il voulait faire un autre film. Qu'en fait, le film qu'il voulait faire, c'était sur PPDA. Il avait une fixette sur PPDA qui, à l'époque, présentait le 20h de TF1. Et donc, juste à ce moment-là, j'ai dit, bah, moi, ça m'amuse pas tellement, ça m'intéresse pas tellement. Et donc, on n'a pas bossé ensemble. Depuis, c'est vrai que, je sais pas s'il m'en voulait ou quoi, bref. Donc, qu'est-ce que je pense de Pierre Carl? Je pense que c'est un bon documentariste, en fait, qui a fait des films qui sont intéressants. Qui a fait des films qui sont d'une profonde mauvaise foi, si tu veux. Puisque ce qu'il a fait avec moi était d'une profonde mauvaise foi. Donc la mauvaise foi, c'est un genre efficace. C'est fastoche d'être de mauvaise foi, hein. C'est fastoche de l'effet de télé, le montage télé. Moi, j'ai accepté de venir ici chez toi, d'abord parce que je suis interviewé nulle part, donc j'ai trouvé ça sympa. Et ensuite parce que c'est en direct sans montage, si tu veux. Et donc je sais que si tu veux, tu vas peut-être me choper sur des trucs, moi je vais te choper sur des trucs, mais de toute façon, ce sera sans montage. Donc ça, À la loyale. À la loyale, donc ça me va. Bon, Pierre Carl, à l'inverse, c'est un gars qui pratique le film ultra monté, si tu veux, monté de mauvaise foi, en faisant dire aux gens le contraire de ce qu'ils ont dit, en choisissant les 6 secondes qui vont bien, si tu veux, voilà. Donc voilà, c'est un genre. Après, j'ai beaucoup aimé les derniers films qu'il a fait sur l'Équateur, sur Correa, en Équateur, et sur la manière dont les médias français ont totalement ignoré l'expérience de gauche équatorienne, parce qu'ils n'en ont rien à branler. Et voilà. Ça, j'ai trouvé ça très bien. Tu veux nous choper sur quoi? Ah, mais sur rien. Non, mais par exemple sur les questions, j'ai commencé à te choper sur tes questions, tu vois, la question, bon alors racontez-vous votre livre, si tu veux, moi, Arrêt sur image, c'est exactement la question que j'évite, si tu veux. Ah bon? Oui. Est-ce que tu comprends pourquoi? Ouais, c'est trop binaire, quoi. Bah oui, puis c'est... Mais non, mais si tu veux... Tu veux un petit jus d'orange? Non, pourquoi? Non, il est insucculent. On a un jus d'orange extraordinaire ici. C'est vrai? Ouais. C'est formidable. Là, pour l'instant, on m'a proposé que de l'eau. Mais voilà. Bon, restons un peu sérieux. Le formatage des journalismes, comment on fait pour récupérer la confiance de son public? Déjà, on parle à la première personne. On dit « je ». On dit « je ». Je veux dire, le journaliste, alors, je te disais tout à l'heure, il est d'où il parle. Et puis, il est aussi qui il est. Dans une cave, tu peux parler dans ta cave. On l'a dit. Le journaliste, il est qui il est. C'est un homme, c'est une femme. Ou entre les deux. Ou entre les deux. Ou entre les deux. Je te l'attends. Attends pas trop, hein. D'accord. C'est fait comme ça. Il est jeune, il est vieux. Il est blanc, il est noir. Il est propriétaire de son logement ou il est locataire. Il habite une ville moyenne ou il habite une grande ville. Je veux dire, et ça joue. Il a une pratique religieuse ou il n'en a pas. Ça joue sur sa manière de voir le monde, si tu veux. Pendant très longtemps, les journalistes se sont dit, et beaucoup se le disent encore, on parle de nulle part. Tu vois ce que je veux dire? On est l'objectivité incarnée. On est forcément objectif puisqu'on est journaliste. Ou alors, oui, si on bosse au Figaro, on accepte implicitement qu'on est de droite. Si on bosse, je sais pas où, on accepte aux médias, on accepte implicitement qu'on est de gauche. Et on met ça dans le pack de lecture. Mais si tu veux, moi, ce que j'ai appris au CFJ, ce que j'ai fait le CFJ, le Centre de formation des journalistes, c'est le journaliste se met pas en avant. Je veux dire, il doit être extérieur à l'information qui... Bon. Et je pense que ça marche plus. Ça t'étonne? T'étonne pas, hein? Ça t'étonne? Si, je m'étonne que tu t'étonnes. On t'écoute, on te voit faire des grands gestes. Non, mais... Si tu veux, je pense que ça marche plus parce que sur Internet, on dit je. Sur Internet, on dit je. Je veux dire, Non. Sur Internet, on dit je. Les tweetos disent je. Il y a 10 ans, les blogueurs disaient je. Il y a 10 ans, les blogueurs, ils ont fait entrer le je dans le discours journalistique, si tu veux. Et que les gens, le public, le public, il sait bien tout ce que je viens de te dire là, que le journaliste, il est bourgeois ou pas bourgeois, en général bourgeois. Il est blanc, il est noir, etc. Et ça joue sur ta façon ça joue sur ton appréhension de l'actualité. Donc, je pense qu'une des manières de survivre dans le nouvel écosystème, si tu veux, c'est d'assumer sa subjectivité, c'est d'assumer son jeu. Journalisme d'opinion.
Son jeu. Son mot intérieur. Alors, son jeu. Je vais te donner un exemple personnel. Il se trouve que dans ma vie, à un moment, on s'est séparés avec la mère de mes enfants. Et ça a été pour moi une grande souffrance et un moment très difficile. Je veux dire, dans les années qui ont suivi, je me suis abstenu de traiter des questions qui touchaient au divorce, aux familles monoparentales, aux pères qui élèvent leurs enfants, parce que je savais que ce seraient des questions sur lesquelles... T'aimes pas te faire mal, en fait. Alors c'est marrant, parce que je pense que je suis un peu maso quand même. Mais là, je veux dire, tu te fais pas virer 2 fois si t'es pas quand même quelque part un peu maso. Ou que t'aimes ton boulot. Ou que t'aimes trop ton boulot, ou les deux. Mais c'est vrai que des fois je le cherche. Enfin, il a pu m'arriver de le chercher un peu, puis ça peut m'arriver encore. Mais bref, si tu veux, voilà, tu es qui tu es, avec le vécu que tu as, je connais pas le tien, si tu veux. Mais je pense qu'il faut apprendre je pense qu'on devrait apprendre dans les écoles, si tu veux, aux journalistes à mieux se connaître eux-mêmes. J'ouvre une parenthèse, question internet. Quelles seraient ses préconisations quant à la formation au journalisme? J'y étais justement. Putain, les grands esprits se rencontrent. Hein. Ils sont beaucoup là. Je pense qu'il faudrait mieux leur apprendre l'introspection. L'introspection, se connaître ses biais. Tu vois, connaître ses biais, les accepter et ensuite bosser avec, en faire du matériau. Le deuxième truc, il y en aurait plusieurs. Hein. Le deuxième truc, c'est que je crois qu'un journaliste doit savoir dire « je sais pas ». Le journaliste, par définition, une des fictions journalistiques, si tu veux, c'est que le journaliste, comme il délivre de l'information au public, il est censé savoir, il est présumé omniscient. C'est débile. C'est débile. Moi, il y a plein de trucs que je sais pas. Si tu veux, j'anime une émission chaque semaine sur un sujet très très différent, si tu veux. Je suis pas omniscient sur les sujets, il y en a que je maîtrise mieux que d'autres. Dès que ça parle un peu d'histoire ou de la Seconde Guerre mondiale, j'arrive à peu près, ou d'histoire politique, j'arrive à peu près. Mais par exemple, quand on fait des émissions scientifiques sur arrêt sur image, si tu veux, je suis une bille en sciences. Donc, je veux pas jouer à l'omniscient. Et presque, si tu veux, c'est un atout. Parce que ça m'amène à poser aux gens qui viennent des questions naïves. Moi, un des trucs qu'on m'a toujours appris, enfin que ce soit d'ailleurs mes parents, c'est à ne jamais avoir peur de poser une question idiote. Je pense qu'un journaliste, ça doit jamais avoir peur de poser une question idiote. Ça doit jamais se dire, oh là non, je vais passer pour un con si je la pose, celle-là. Non, tu passes jamais pour un con en fait. Ou si tu passes pour un con, t'en as rien à foutre. Parce que ceux qui te regardent, ils sont cons aussi, et ils sont comme toi, ils savent pas. Donc, si tu veux, tu poses la question qui se pose. Et le dernier truc, c'est qu'il faut pas avoir peur de dire je me suis planté. Tu t'es déjà planté? Mais ouais, mais oui, tu te plantes. Si tu veux, je fais tous les matins une chronique sur le site d'Arrêt sur Image, ça s'appelle le 9-15. Tous les matins en ligne à 9h15 précise. C'est un peu mon échauffement matinal, si tu veux. C'est une contrainte que je me suis fixée parce que je pense que c'est bien dans un média d'avoir des rendez-vous. Donc c'est le rendez-vous. Et donc le pacte de lecture, c'est qu'elle est faite à l'arrache. Je l'écris le matin, juste avant de la mettre en ligne. Et le pacte de lecture avec les abonnés d'Arrêt sur Image et les gens qui la lisent, si tu veux, c'est qu'elle est faite à l'arrache. Donc elle n'est pas forcément toujours très complète. Que effectivement, je dis là, ouais, la presse n'a pas parlé de tout ça et tout. Il y a peut-être un papier dans un coin qui a pu m'échapper. Et en général, dans l'heure, si tu veux, le journaliste se manifeste et dit mais je l'ai écrit moi, regarde là. Bon, et donc à ce moment-là, je rajoute, je complète, etc. C'est encore un peu sur la confiance, non? Ouais, sur la confiance, c'est ça. Tu t'es planté, tu dis tu t'es planté. Et ça, c'est Les journalistes économiques qui n'ont jamais vu la crise économique débarquer, il faut faire quoi? Il faut leur demander de faire amende honorable ou il faut tous les virer? Oui, mais non, mais moi je suis pour virer personne. Je veux dire, j'ai envie de virer personne. Les journalistes économiques alors? Oui, les journalistes économiques, tu veux, oui, s'ils avaient été plus nombreux effectivement à reconnaître qu'ils n'ont pas vu arriver la crise économique, je pense que le journalisme économique serait plus crédible, oui. Et tu sais, en fait, tous les journalistes ont horreur de ça. Et j'ai fait 25 ans au Monde. Au Monde, il y avait une hantise. C'est à ton âge en fait. Hein. C'est sympa. Putain, mais je suis pas venu pour rien. Hein. Attends, tu vas voir la deuxième qui arrive. Je suis pas venu pour rien. Au Monde, on avait une hantise, si tu veux. Tu sais, c'est un des trucs les plus sympas qu'on m'ait dit depuis longtemps. Hein. Bref, tu fais pas ton âge. Ouais. Et on se voit plus aux soirées d'ailleurs. Hein. Non, t'as pas compris. Non, c'est pas grave. Alors, tu vois. Au Monde, on avait une hantise, c'était les droits de réponse. Quand il y avait quelqu'un qui n'était pas content de l'article qu'on avait écrit, il envoyait un droit de réponse. Et donc, vraiment, le jeu, c'était comment on va faire pour ne pas publier son droit de réponse. Les journaux sont obligés de les publier. Si c'est envoyé dans les formes, au directeur de la publication, recommandé, tout, ils sont obligés de le publier. Et la hantise du Monde, c'est comment faire pour ne pas publier. Mais c'est débile.
C'est débile, un droit de réponse, je veux dire, tu as un droit de réponse, tu le publies. S'il est justifié, t'écris en dessous « Désolé, monsieur machin, on s'est trompé ». S'il n'est pas justifié, t'écris en dessous « Nous maintenons nos informations et monsieur machin est de mauvaise foi ». Mais voilà. Ce que Internet a apporté, c'est ça. Ce que Internet Fact-checking live. Non, la conversation. Et le fact-checking, mais la conversation. Si on parlait de... Je te donne 2 questions comme ça te permettra de te préparer un peu. On parle du futur de l'investigation sur Internet et on va parler Bon, on commence là-dessus, ce sera très bien. Le futur de l'investigation sur Internet. Le futur du journalisme d'investigation, c'est quoi? Je suis nul sur le futur. je suis nul sur le futur, je ne sais pas. C'est quoi la question? Est-ce que qui va succéder à Élise Lucet? C'est quoi la question? Les méthodes de travail des journalistes d'investigation, est-ce que ça va changer? Est-ce que ça a déjà changé. À cause de la NSA, de la surveillance? Non, mais attends, excuse-moi, mais c'est pas le futur, c'est le présent, ça. Je veux dire, ça a déjà énormément changé. Tous les consortiums de journalistes aujourd'hui, CIG, voilà, qui se mettent ensemble, si tu veux, pour enquêter sur des sujets maous, comme l'évasion fiscale ou la corruption, etc. C'est une révolution considérable dans le journalisme. Et ça, pour le coup, on parlait tout à l'heure des voies par lesquelles ils peuvent essayer de se sauver, si tu veux. Ça, c'en est une. Ça, c'en est une. Le fait d'unir ses forces, c'est tout à fait nouveau, si tu veux. C'est tout à fait nouveau de voir 5, 10, 15, 20 médias de pays différents, si tu veux, unir leurs forces pour exploiter un fonds de Wikileaks ou de je ne sais quoi, si tu veux. Les quelques tentatives qu'il y a eu de collaboration entre Wikileaks et la presse traditionnelle, qui ne sont pas toujours très bien passées, mais en tout cas, bah oui, c'est super intéressant. Les fake news, c'est de la faute des journalistes? Les fake news... à cause de l'érosion de la confiance, l'érosion de... Oui, voilà, non mais c'est tout ça. Mais je dirais que c'est à la fois ça nous ramène un peu au début de la conversation, c'est à la fois la faute des journalistes et c'est un territoire pour eux. C'est un territoire pour eux, puisque... Mais ça nous ramène à ce qu'on disait. Je veux dire, je pense que dans un univers de fake news, de trucs qui se baladent, etc., on ne sait jamais d'où ça vient, d'où vient la vidéo, qui l'a postée, la moitié des élèves aujourd'hui dans certains établissements, si tu veux, croient aux Illuminati, tout ça. Je pense qu'à un moment va revenir le besoin d'une information certifiée. Genre un peu RTF? Alors ça, évidemment, c'est la caricature facile. Et effectivement, c'est l'autre épouvantail. L'autre épouvantail. Alors, t'as un épouvantail, c'est les fake news, et t'as l'épouvantail symétrique, si tu veux, comme les serre-livres. Là, le serre-livre symétrique, c'est l'ORTF. Évidemment que l'ORTF, c'est pas une solution. Et quoi entre les deux? Entre les deux, il peut y avoir des nouveaux médias. Je veux dire, ce qu'a apporté Mediapart, c'est pas mal, quand même. C'est pas mal. Ce qu'a apporté Arrêt sur Image non plus. Oui, avec moins de moyens et moins d'impact que Mediapart, et on va dire sur un territoire plus étroit. Mais oui. Non, mais oui. Enfin, je veux dire, déjà, la première chose, si tu veux, c'est alors, on parlait de nos modèles économiques et je te taquinais sur la gratuité, si tu veux, mais fondamentalement, je ne crois pas à la gratuité. Enfin, c'est très bien ce que vous faites là, c'est très bien. On n'emmerde personne, on fait un petit truc dans notre coin. Oui, c'est formidable. Mais en même temps, je veux pas être méchant avec toi, si tu veux. Mais non, mais je veux pas être méchant. Mais si tu veux, les questions que tu me poses, c'est alors qu'est-ce qu'il y a dans ton livre et qu'est-ce que tu penses de l'avenir. Je veux dire, on n'est pas avec les questions que tu poses et qui sont très sympas, mais on n'est pas dans un journalisme très offensif, si tu veux. Tu vois, alors t'as retrouvé Pierre Carl et tout, c'est super. Mais on n'est pas dans un journaliste ultra documenté et ultra offensif. Merci. T'inquiète, attends, on arrive. Mais oui, ça fait 4 fois que tu me dis ça. Je suis sûr. Tu m'as dit que tu n'arrivais pas à tenir plus de 57 minutes, donc là ça fait 57 minutes, donc on est très bien. On va commencer la cuisine. Non, mais tu vois ce que je veux dire. On écoute. Non, mais Est-ce que tu penses que les journalistes qui ont travaillé sur le conflit irakien, c'était des questions vraiment invasives? Est-ce que c'était des questions qui étaient pénétrantes? Est-ce que les gars, quand ils faisaient leur reportage depuis leur toilette avec les scuds qui tombaient dans tous les sens, c'était quoi? Est-ce que la guerre en Irak, les journalistes ont poussé les populations à rentrer en guerre? Est-ce que ça, c'est aussi de qualité? Mais bien sûr que non. Je veux dire, bien sûr que c'était dans le domaine de la conversation, ils relayaient la propagande de guerre des ministères des Affaires étrangères, c'était quoi? Si tu essayes de me dire, si tu veux... Je te pose une question, j'ai pas besoin de te dire des choses. Les intox de la guerre d'Irak, si tu veux, c'est formidable, et que la manière dont toute la presse américaine, si tu veux, a marché au truc chimique, au moyen de... Comment on disait? Armes de destruction massive. Aux armes de destruction massive, si tu veux, mais bien sûr que c'est un scandale journalistique, c'est une faillite journalistique, on est bien d'accord. Et c'est pas une solution non plus. On est d'accord, je veux dire, tu vois, tu regardes Arrêt sur Image, je veux dire, on n'est pas des gens qui faisons l'éloge quotidien ou hebdomadaire de la presse telle qu'elle est. Simplement, je veux dire, entre l'ORTF d'une part, tes journalistes américains sur l'Irak, c'est un peu la même chose. En fait, les journalistes américains sur l'Irak, c'était l'ORTF aux États-Unis, si tu veux, c'était ça. Un peu les Français aussi, non? Oui, mais tout le monde, mais bien sûr. Entre ça et les fake news, je veux dire, une fake news. Quoi? Les armes de destruction massive.
Ah bah bien sûr, mais c'était une fake news écrite dans les journaux, écrite dans le New York Times et le Washington Post. Voilà. Alors entre ça et les fake news, YouTube, Facebook, tout ce que tu veux, si tu veux, je veux croire qu'il restera la place pour un journalisme professionnel et indépendant. Mais professionnel. C'est pas trop tard dans l'opinion publique, ça? Bah, j'en sais rien. Peut-être que si. Peut-être que si. Ouais, peut-être que si. Mais je te l'ai dit tout à l'heure. Peut-être que c'est fini en fait. Bon, je te dis, je veux croire. Je veux croire. Mais Ça reste dans le dogme. Mais je veux croire. Mais peut-être que c'est fini. Peut-être que ça reviendra pas. Peut-être que c'est trop tard. Peut-être qu'ils ont glissé, si tu veux. Peut-être qu'ils ont glissé trop profond. Mais je veux croire. Mais ce que je voudrais juste te dire, si tu veux, c'est que enquêter, c'est un métier. Et c'est du temps. C'est beaucoup de temps. Et c'est du pognon. Demande aux journalistes de Mediapart ou demande aux journalistes des consortiums, si tu veux, le temps qui passe sur une enquête. Voilà. Donc le modèle économique du journalisme, on en fait quoi? T'as des idées? Bah, le modèle économique du journalisme, si tu veux, il n'y a pas de secret. Tu connais Disclose? Quoi? Disclose. Oh, super. Enfin, super. C'est quoi Disclose? Alors, c'est des journalistes qui vont essayer, alors là, pour le coup, l'indépendance totale, c'est-à-dire de se faire financer, si j'ai bien compris, uniquement par KissKissBankBank ou des crowdfunding. Alors, je suis pas sûr que ce soit aussi clair que ça, parce que je pense qu'ils n'ont pas exclu non plus d'avoir des mécènes à partir du moment où les mécènes ne se mêleront pas de commander les papiers, si tu veux. Mais oui, tout ce qui est... Oui, la tentative Disclose, génial. Moi, je souhaite que ça marche. Je souhaite que ça marche. Ça fait partie de la palette de choses, si tu veux, qui peuvent faire revenir la confiance. Bon, question d'Internet. Comment vous informez? Comment vous informez? Enfin, ils sont chaînés sur Internet aussi. On commence pas à les provoquer non plus. Hein. Comment je m'informe? Beaucoup par Twitter. Non mais si tu veux non mais ce que j'ai fini de faire, si tu veux, c'est de lire un journal de la première à la dernière page, un journal papier, de regarder un 20h en commençant à 20h et en finissant à 20h45. Ça c'est fini. Ça je suis passé de l'autre côté maintenant. Donc comment je m'informe? Ma journée d'information, si tu veux, elle commence sur Twitter. Parce que je pense que pour un journaliste, savoir se constituer son fil Twitter, c'est un truc fondamental, si tu veux, c'est ce qui va constituer ton alimentation. Puis Twitter m'emmène dans des journaux américains, m'emmène sur des blogs, sur des sites, m'emmène dans un papier du Monde, m'emmène sur une vidéo virale. Tu revendiques le droit à l'errance sur Twitter. Je surfe. Tu vas pas dans les dîners où il y a des hommes politiques, tu vas pas là où il y a des hommes d'affaires pour prendre de l'information comme ça. Pauvre. Ni aujourd'hui ni hier. Pourquoi? Ça représente un risque? Non, j'aime pas ça. T'as déjà fait? Ouais, un peu. Où ça? Quand? Un peu. Il y a un moment où alors, si tu veux, les déjeuners avec les politiques, tu sais, les déjeuners où les politiques invitent 15 journalistes triés sur le volet, où t'as pas le droit de raconter ensuite ce qui s'est passé. Si tu veux, j'ai dû en faire 2 ou 3, et puis voilà. Il y en a beaucoup des choses comme ça? Hein? Des déjeuners, des dîners où les journalistes... Sans arrêt. Je veux dire, les journalistes politiques des médias traditionnels, si tu veux, ou les journalistes économiques sont sans arrêt en train de déjeuner. Et de dîner, non? Le dîner du siècle, ça te parle? Ah oui, le dîner du siècle, c'est quoi le dîner du siècle? Le dîner du siècle, tu sais bien, c'est un dîner qui est organisé place de la Concorde à l'Automobile Club de France, si tu veux, où se mêlent je crois que ce sont des centaines de membres de l'establishment, qui soient intello, ministres, anciens ministres, futurs ministres, patrons, sous-patrons, etc., et des journalistes. Mais ça, je suis pas contre ça. Je veux dire, alors, bon, ce truc a été extrêmement attaqué et tout. Et les journalistes qui participent ont dit, je me souviens par exemple de Pujadas qui avait été interrogé là-dessus. Et Pujadas a dit, mais enfin c'est formidable, je peux dîner à la même table qu'un professeur au Collège de France, le patron de PSA, le futur ministre d'Éric Over. Bon, non mais ça me choque pas que des journalistes, si tu veux, aillent chercher de l'information, ça me choque pas. Le seul truc qui me choque dans le dîner du siècle, c'est que t'as pas le droit de raconter ce que t'as entendu quand t'es journaliste. C'est comme tous ces trucs, Bilderberg, on avait fait une émission sur Bilderberg dans Reste sur Image, tu veux. Le seul truc qui est un peu ennuyeux, c'est que t'as pas le droit de raconter ce que t'as entendu. Bon, à la limite, moi, si tu veux, je vais te dire, je pourrais raconter tout ce que j'ai entendu, ça me dérangerait pas d'aller dans ces machins. On va te montrer un truc, et tu vas nous dire ce que t'en penses. Est-ce que l'équipe est prête pour te montrer les choses? Donc on a été cet été un festival du journalisme à Couture-sur-Garonne. Pour l'instant, l'écran est noir, là. Ouais, c'est normal. Vas-y, balance. Et pour lancer un peu le débat sur cette idée de connivence qui parfois se joue sur des petits détails, mais qui peut nous piéger, nous journalistes. Donc maintenant, je voudrais, puisque j'ai 3 prestigieux invités qui ont frayé avec la classe politique depuis des années ou des décennies, j'aimerais bien que chacun d'entre vous puisse nous livrer une anecdote qui illustre cette connivence, entre guillemets, ou les fois où ils se sont sentis piégés ou dans une situation de connivence. Parce que ça a forcément dû arriver. Moi, je me suis fixé une règle,
c'est de ne jamais rencontrer un homme politique, de ne jamais partager une table avec lui. Je respecte le off. Je pense que un déjeuner, c'est un cadre professionnel. Déjeuner, c'est naturel. On déjeune avec des confrères, c'est ce qu'on appelle les déjeuners en ville. Ça ne sous-entend pas autre chose qu'un rapport professionnel. Dîner, par exemple, c'est bête. Le dîner, c'est une autre histoire, le dîner. Le dîner, c'est plus convivial. Le dîner, ça va un peu au-delà. Moi, je ne dîne pas, voilà. Je déjeune, mais je ne dîne pas. Je crois que le monsieur à côté voulait poser une question. Monsieur, vous avez une question? Tout à fait. Une dîner. C'était le monsieur en fait. Je lui donne tout de suite le micro. Ouais. Est-ce que vous avez une réaction concernant le dîner du siècle? Les cercles de pouvoir comme le Bilderberg, notre communauté nous en parle souvent. Il n'y a pas de prêt du tout. C'est pas- La connivence entre journalistes et cercles de pouvoir, pas du tout? Non, mais là, monsieur voulait parler à vous. C'est la question qui dérange ou pas du tout? On vous écoute sur la réponse. J'ai pas compris la question en fait. Alors, il y a des problèmes de compréhension chez les journalistes. Oui, c'est ça. Le dîner du siècle, Ouais. le cercle des Bilderberg, ça vous parle un peu ou pas? Oui, mais là, parlez autrement, monsieur. Là, c'est pas. Vous voulez que je vous parle comment? Bah, normalement. Posez une question. Non, Ma question était très simple. Ce qui Qu'est-ce dérange, que c'est vous que pouvez vous dire êtes sur les rapports des journalistes au cercle. ce qui dérange, c'est un peu autre chose. Je crois, moi, de mon point de vue. Hein, Dites-moi tout. Oui, je vous dirai. Je vous l'ai dit déjà tout à l'heure. C'est-à-dire? C'est que ici, il y a des gens qui sont des auditeurs, des téléspectateurs. Voilà. Vous êtes un journaliste professionnel. Non, on n'est pas journaliste, Si. pas du tout. Vous On avez est un chaîne point de vue. YouTube, Vous avez un point de vue. C'est votre droit. C'est l'internet qui vous dérange? Non, vous avez un point de vue. C'est votre droit. C'est votre droit le plus absolu. Quel est mon point de vue dans ma question? On est tous des pourris. Voilà. Donc bon. Alors, maintenant, moi, le siècle, je veux dire, moi, j'en fais pas partie. Je m'en fous. Voilà. Voilà. Même réponse. Nous, notre communauté, 160 c'est 000 bien. abonnés, le savent. C'est bien le problème, c'est qu'il parle d'une chose qui est réservée à des élites. Moi, je ne sais pas ce que c'est. J'ai entendu parler. Je n'ai jamais été dans ce genre de dîner. Donc c'est pour ça que ça n'a rien à voir avec le. Alors, moi, j'en dis un votre mot débat. brièvement et sans esprit polémique, puis monsieur, on vous donne la parole. Moi, je suis au siècle. Donc, alors là, pour le coup, je connais bien. Ah bah c'est dommage que ça soit coupé là. Ah bah nous, on réserve ça pour le petit Noël de nos abonnés. Ah, voilà, c'était un teasing. C'est un teasing. Qu'est-ce que t'en penses Parce de que ça là, jusque-là, on est dans le Pierre Carl. On est dans le Pierre Carl. Bah C'est ouais, un compliment. on a l'impression d'être un peu manipulé. On attend la réponse depuis Jadas. Je veux dire, puisque lui, c'est ce que je te disais, il est au dîner du siècle. Donc voilà. Et Ah mais alors, il non, dit faut juste attendre avant. Noël. Il Faut dit attendre juste. Noël. Hein? Faut attendre Noël. Ouais, c'est le calendrier de l'avant. Il dit juste avant, il va pas dîner avec les Ouais, ouais. politiques. Bah, il a juste oublié le dîner du siècle, ouais. C'est Ouais, pour bah ça. oui, je te dis. C'est normal dans un festival de journalisme où il y a des oublis comme ça? Bah, j'attends de savoir ce qu'il Il dit dit après. sensiblement la même chose que toi, mais avec un petit peu plus de. Il dit Ouais. oh mais c'est rien du tout, c'est un club du troisième âge. Ouais, voilà, c'est ça. Il se passe Non. rien. Non, je pense pas du tout. Je pense que si tu veux aller sur tous ces trucs que tu dis sur la connivence, etc. Ou que dit tout le monde. Je veux dire, moi, ça ne me choque pas que des journalistes fréquentent des gens de pouvoir. Je veux dire, ils cherchent des infos. Alors après, il faut pas qu'ils se cantonnent aux gens de pouvoir. Il faut pas qu'il y ait que des gens de pouvoir. On revient à ce que je te disais sur Berlin 33. Si tu veux, un des problèmes, c'est qu'ils étaient totalement enfermés dans les milieux nazis et qu'ils n'ont jamais cherché véritablement à en sortir, qu'ils voulaient pas en sortir. Bon, alors, dans un registre et dans un système très très différent, c'est encore ce qui se passe aujourd'hui. Ça me choque pas. Ce qui me choque, c'est que quand tu as une info, tu la gardes pour toi. Ce qui me choque, c'est le off. Je veux dire, je n'ai jamais supporté le off. Je suis fait de telle manière, si tu veux, que j'ai jamais supporté de savoir quelque chose et de pas avoir le droit de le dire. Et je pense que c'est ce qui a fait que j'ai été indésirable dans un certain nombre d'endroits, si tu veux. À partir du moment où je sais un truc, je considère que mon boulot, c'est de le dire. À partir du moment où c'est vérifié, tout ce que tu veux, voilà. Donc les petits dîners, s'il y a du off, c'est pas pour toi. Mais non, je veux dire, mais c'est pour ça que j'ai jamais pu faire de journalisme politique, si tu veux. Quand j'étais au Monde, en fait, j'étais au service des grands reportages, tu vois, ça s'appelle le service d'Infogéné, c'est le service des reporters, c'est ceux que tu envoies sur tous les coups un peu chauds, quand aucun journaliste installé en cravate ne veut y aller. Et il m'est arrivé plusieurs fois de bosser avec le service politique du journal. Ils m'ont envoyé dans les coulisses de l'Assemblée, par exemple, ou justement dans des déjeuners où les journalistes en titre ne pouvaient pas aller, parce qu'ils en avaient un autre ce jour-là et tout. Mais si tu veux, j'étais toujours très mal à l'aise de ne pas avoir le droit d'écrire ce que j'avais appris. Et il m'est arrivé, 2-3 fois, il m'est arrivé mes brèves incursions dans le monde politique sont toujours terminées en catastrophe parce que j'écrivais ce que j'avais appris. J'ai couvert par exemple la guerre du Golfe en 91, l'armée française au Koweït, etc.
Voilà, c'est un truc rigolo et ça m'est toujours resté. Donc la guerre du Golfe en 91, tu veux, on est accrédité auprès de l'armée française, du ministère de la Défense et tout. Et avant l'offensive terrestre pour libérer Kuwait City, on est resté trois semaines à Riyad. Toute la colonie journalistique française est restée 3 semaines à Riyad, en Arabie Saoudite, où était l'armée française. Et alors comme on s'emmerdait à mort et qu'on savait pas quoi écrire, si tu veux, on a fait le siège du ministère de la Défense pour avoir le droit d'interviewer les pilotes français qui étaient stationnés à proximité, les pilotes de Mirage. Bon, donc au bout de 10 jours, on tympanise les militaires, ils nous disent « Ok, vous allez pouvoir prendre un café avec les pilotes ». Donc on arrive aux messes des pilotes français. On était 2-3 journalistes, il y avait un pool, on était 2-3 journalistes, tu veux, et on est stupéfaits. Je veux dire, les pilotes français commencent à dézinguer leurs avions, à dézinguer leurs Mirages, à expliquer que leurs Mirages perdent leur boulon, que c'est des modèles d'il y a 15 ans, que par rapport aux Tornado anglais, ils ont la honte de leur vie, etc. Je veux dire, j'avais jamais entendu ça à la télé, j'avais jamais lu dans le journal que les pilotes français trouvaient que leurs Mirages étaient des vieilles bouses, si tu veux. Alors je gratte, et évidemment, j'envoie le papier de ma vie au monde, les pilotes français très sévères sur leurs Mirages, etc. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que le rubricard militaire du journal, c'est-à-dire le gars qui, en titre, était chargé de suivre l'armée, donc qui connaissait tout l'état-major et connaissait tous les généraux de l'état-major par leurs prénoms et les prénoms de leurs enfants et de leurs petits-enfants, si tu veux, a sauté au plafond et a dit on peut pas publier ça. On peut pas publier ça. Donc la rédaction en chef, extrêmement embarrassée à l'époque, si tu veux, parce qu'ils pouvaient quand même pas censurer le papier, la rédaction en chef a supprimé la moitié du papier. Bon, mais on a quand même laissé une bonne moitié, ce qui a été suffisant pour que le lendemain matin, si tu veux, quand le journal est paru, l'état-major fasse un démenti sur le thème, mais pas du tout, mais les pilotes français sont très fiers de voler sur leur Mirage, et les Mirages vont très bien. Bon, voilà, c'est la raison qui t'explique, si tu veux, que j'ai jamais réussi. Juste après ou pas du tout? Non, j'ai pas démissionné, parce que si tu veux, c'était une expérience, j'allais pas démissionner pour ça, c'était une expérience, puis j'avais quand même réussi à en sauver la moitié, si tu veux. La charte Dominique, ça te parle? Alors vas-y. Non, mais droit et devoir du journalisme. Je connais pas bien. Non plus. Tu fais de l'amnésie sélective ou Non, mais par exemple, qu'est-ce qu'elle prescrit? Je sais pas. C'est toi, c'est ton boulot. Bah non, mais t'en parles. C'est donc que tu l'as Je lu. te pose juste une question. Tu l'as lu ou pas? Ah bah plus d'une fois, ouais. Bah alors. Je te laisserai. Non mais la face aux charte Dominique internautes. en soi, je veux dire, non, ça me, je sais pas, ça me dit pas grand-chose, mais je sais Est-ce pas. que tu connais un peu, est-ce qu'il y a d'autres chartes, l'équivalent du serment d'Hippocrate pour le journalisme? Il y a des trucs, si tu veux, de bon sens. Il y a des trucs de bon sens, c'est que... Tu l'as lu, la charte Dominique? Oui, j'ai dû la lire, je veux dire, franchement. J'ai dû la lire il y a très longtemps, je sais plus très bien ce qu'il y a dedans. Voilà, donc... mais après, si tu veux, dans la pratique journalistique, il y a des trucs de bon sens. C'est que, effectivement, tu bidonnes pas une information. Alors après, il y a des choses plus limites. Par exemple, l'usurpation d'identité. Enquêter sous faux nom. Alors, l'enquête sous faux nom, ou la caméra cachée, ou enfin toutes ces pratiques qui sont en effet un peu limites, si tu veux, et sur lesquelles moi personnellement j'ai du mal à me faire une opinion très précise et personnelle. Si tu veux, par exemple la caméra cachée. Je trouve qu'il y a des circonstances où c'est justifié, il y a des circonstances où c'est pas justifié, c'est juste pour faire des belles images, parce que les images en caméra cachée, ça fait vraiment le truc, on vous révèle un machin que personne voulait, et des fois juste ça n'en vaut pas la peine. Enquêter sous faux nom, c'est pareil, je pense qu'il peut y avoir des circonstances dans lesquelles c'est justifié, c'est nécessaire, mais si tu veux, ce que je pense, c'est que le principal, c'est que tu dises toujours à ton lecteur, quand tu es journaliste, ou à ton téléspectateur, voilà comment j'ai travaillé. J'ai travaillé sous faux nom, j'ai travaillé en caméra cachée, et voilà pourquoi je l'ai fait. À partir du moment où le pacte entre le journaliste et son public, il est à peu près clair, si tu veux, je considère qu'il n'y a pas de véritable interdit. Dans un autre domaine, on dit entre adultes consentants, tout est permis. Je pense qu'à partir du moment où le pacte d'information est sur la table, si tu veux, je ne suis pas choqué par grand-chose. La liberté de la presse en France, ça a régressé, ça fait quoi? Ça a progressé? Qu'est-ce que t'en penses? Bah, comme diraient nos camarades marxistes, il y a la liberté formelle et la liberté réelle.
Tu commences à bouger, que tu vois là, si tes chaînes font du bruit, c'est ça? Par exemple. Non, mais si tu veux, en gros, en France aujourd'hui, d'un point de vue légal, la presse écrit à peu près ce qu'elle veut. Enfin, il y a des lois sur la diffamation qui sont extrêmement libérales pour les journalistes, il faut le dire. Je veux dire, qui les laissent. Le secret des affaires. Alors, le secret des affaires, il faut être très vigilant. Non, mais je veux dire, les différentes lois, si tu veux, qui sont en préparation les différentes moutures de lois visant à restreindre le champ des journalistes d'investigation au nom du secret des affaires, faut être très vigilant. Ce qui ne veut pas dire que le secret des affaires n'existe pas. Ça existe, le secret des affaires. Je veux dire, il y a des boîtes, effectivement, qui détiennent des brevets et qui n'ont pas envie que ces brevets tombent dans les mains de leurs concurrents. Le secret du business, ça existe. Comme en Australie, quand il y a un journaliste qui dit, voilà, il y a le gouvernement australien qui est en train de faire des choses pas très claires dans une île où il y a du gaz, où il y a du pétrole, qui se fait foutre en tôle, c'est normal. Non, mais ça n'a rien à voir. Là, tu me parlais du secret des affaires, là maintenant tu me parles du gouvernement australien. Donc, c'est pas des affaires, c'est pas du business, il n'y a rien à voir. Okay. J'en sais rien, je sais pas, je connais pas l'affaire dont tu parles, mais le gouvernement australien, c'est pas une multinationale. Antoine Deltour, non? Oui, très bien, formidable. Antoine Deltour, voilà, ce qu'il a fait était parfaitement justifié. Je trouve absolument scandaleux qu'il ait été poursuivi. Je suis très heureux qu'il ait été acquitté. Voilà. Non, mais si tu veux, je pense que quand tu enquêtes sur l'évasion fiscale, si tu veux, tu n'enquêtes pas sur le secret des affaires. Tu enquêtes sur l'évasion fiscale. Alors après, pour déterminer la limite entre le dissible et le légitime et le pas légitime, il y a un critère aussi assez simple, c'est l'intérêt public. Je veux dire, quand tu cherches ta boussole, si tu veux, entre ce que tu peux dire et ce que tu peux pas dire, il y a un critère assez simple, c'est l'intérêt public. Est-ce que ce que je vais révéler est d'intérêt public? Est-ce que l'autocensure peut être salvateur? Non, mais est-ce que quoi? L'autocensure peut être salvateur. Non, mais attends, on va poser la question comme ça, comment tu veux que je te réponde oui? Non, mais c'est quoi ton arrière-pensée quand tu me demandes si l'autocensure Je me fais l'avocat du diable. Est-ce que l'autocensure peut être salvatrice? Si par exemple, cite-moi un cas, voilà. Un cas. Imagine-toi, t'as un journaliste qui apprend qu'il y a une météorite qui va tomber sur la Terre. D'accord? Mettons. Ah, un gros. mettons, il y a des météorites, elles vont tomber sur la Terre. Voilà, il va y avoir une déstabilisation de tout le monde. Est-ce que tu le gardes pas? Qu'est-ce que t'en fais? Écoute, je vais te surprendre, je ne me suis jamais posé cette question. Je te jure que je vais me la poser, et si tu veux, tu me réinviteras. On va passer à 2-3 questions internet, d'ailleurs qui ne sont même pas des questions. Alors, Chomsky, point d'interrogation. On l'a reçu arrêt sur image. Je l'ai interviewé en anglais. J'étais assez fier d'avoir réussi à faire 1 heure en interviewant Chomsky en anglais. Donc, on va continuer l'interview en anglais. Si tu veux. Go ahead. Ouais, if you want. Je suis pas sûr que ce soit la meilleure chose. Non, c'est très intéressant ce qu'il dit, Chomsky. Qu'est-ce que je te dis? C'est quelqu'un qui a totalement bouleversé la pensée sur les médias, la pensée, enfin, je veux dire, la pensée sur la fabrication du consensus. Je veux dire, moi, il m'a énormément éclairé, oui. T'as dit qu'il part chez Russia Today, point d'interrogation. Oui. J'ai trouvé désolant, si tu veux, qu'il n'y ait pas une chaîne française qui récupère TDI. Quand son émission a été supprimée, de la même manière que j'ai trouvé désolant qu'il n'y ait pas une chaîne française qui récupère arrêt sur image. Après, je pense qu'il est parfaitement conscient qu'il va être la Libye de Russia Today. Et après, j'attends de voir son émission. En fait, tu sais, il y a les principes. Est-ce que c'est bien que TDI part chez Russia Today? J'en sais rien, ça le regarde. Et après, il y a quelle émission il va faire sur Russia Today. Donc j'attends de voir l'émission qu'il va faire, j'attends de voir si on va apprendre des choses dans son émission, j'attends de voir s'il va inviter des gens qui ne sont invités nulle part et qui ont des choses extrêmement intéressantes à dire, j'en sais rien. Le point de vue sur les journaux comme Fakir ou Lundi Matin. Oui. Question internet. Oui. Fakir, je trouve ça sympa. Je trouve que les papiers sont parfois un peu longs. Ils ont fait du très très bon travail sur les accidents du travail, et notamment sur une histoire d'accident du travail à Amiens qui avait été très peu couverte par la presse traditionnelle. Là, ils ont vraiment fait du très bon travail. Voilà. Non, c'est bien. Enfin, voilà, qu'est-ce que je te dise. Voilà. Et l'autre, c'est Lundi Matin. Je trouve que c'est bien écrit. C'est bien écrit. Je suis sensible à la qualité d'écriture. Est-ce qu'il y a des invités que tu te refuses dans Arrêt sur image? Plein. Lesquels? Ceux qui m'intéressent pas. Est-ce que tu as une liste noire de gens que tu n'inviteras pas? Longue. Non mais j'ai pas une liste noire de gens que je n'inviterai pas. J'ai une liste longue de gens que j'ai pas envie d'inviter. Déjà les hommes politiques, si tu veux. On a totalement, au début, on a invité les hommes politiques, et puis on a totalement arrêté. On a totalement arrêté parce que si tu veux, je trouve que j'ai pas envie de, tu vois, en tant qu'intervieweur, j'ai pas envie de faire de l'interview de posture, si tu vois ce que je veux dire. J'ai pas envie je trouve ça intéressant d'interroger quelqu'un dont
qui vient là pour te dépiter ce qu'il a déjà dit partout et ce qu'il dira ensuite dans toutes les émissions où il ira après la tienne. Tu vois, ça m'intéresse pas. Est-ce que tu trouves qu'il y a, au XXIe siècle, est-ce qu'il y a des sujets, est-ce qu'il y a, les journalistes font l'impasse sur certains sujets? Bien sûr, Lesquels? les sujets emmerdants. Lesquels? Je pense qu'il n'y a pas de sujet interdit, si tu veux. Contrairement à la mythologie de il y a des sujets interdits, non, il n'y a pas de sujet interdit, il y a des sujets emmerdants. Il y a des sujets emmerdants. Pour sa vie professionnelle? Non, mais non. Le grand patron, c'est pas le directeur qui téléphone et qui censure. Le grand patron, c'est l'audience. L'audience. Donc, les sujets dont les rédactions imaginent qu'ils ne vont pas faire d'audience, si tu veux, ils ne les traitent pas. Alors, je vais te donner un exemple. L'autre jour, il y a des habitants de la commune de Leblanc, dans l'Indre, 36, qui occupaient leur maternité parce que cette maternité doit fermer. Et selon le ministère de la Santé, si tu veux, cette maternité doit fermer, c'est-à-dire que les femmes de cette ville vont devoir, pour accoucher, aller faire 1h30 de voiture pour aller accoucher à Orléans ou à Châteauroux, ou dans une troisième ville, je ne sais plus laquelle, parce que leur maternité a fermé. Le ministère de la Santé dit « c'est pas du tout une question d'argent, ça n'a rien à voir, c'est pas du tout une question de rationalisation de l'hôpital, etc. C'est parce que cette maternité est insécure, c'est-à-dire qu'il y a eu des problèmes de sécurité dans cette maternité. » Bon, l'autre jour, un matin, c'était le matin où les gendarmes ont évacué les femmes qui occupaient cette maternité, si tu veux. Je me suis dit, tiens, je vais faire ma chronique là-dessus, ma chronique du matin, 9h15, c'est intéressant, je vais essayer de voir ce qui s'est dit, etc. Alors, déjà, il y a très peu de papier, si tu veux. Il y a très peu de papier. Enfin, je veux dire, il y a des papiers quand Mélenchon y va, ou il y a des papiers quand Benoît Hamon y va, parce que là, ça devient un événement politique. Si Mélenchon y va, aussi Benoît Hamon y va. Mais si tu veux, une maternité qui ferme dans un bled de l'Indre, les médias nationaux s'en foutent. Tu vois, tu me parlais de sujet interdit, voilà. Sujet interdit parce que présumé emmerdant, voilà, la fermeture de la maternité de l'Indre. J'étais décidé, si tu veux, aller au bout du truc et à essayer de savoir si cette maternité fermait vraiment parce qu'il y avait eu des problèmes de sécurité. Bon, alors que le conflit dure depuis des mois et des mois, j'ai pas trouvé un seul papier d'enquête de journalistes, local ou national, pour essayer de savoir pourquoi fermer cette maternité. C'est important, si tu veux. C'est important, je veux dire, tu vois, le jugement qu'on porte sur Macron, les problèmes de l'hôpital, tout le monde va parler des problèmes de l'hôpital en général, avec des grands arguments d'un côté, de l'autre, etc. Mais personne ne s'intéresse aux détails. Personne ne s'intéresse aux cas concrets. Le journalisme français, il crève de ça. Il crève que dans toutes les rédacs, jamais quelqu'un, ou très peu, enfin j'exagère parce que ça arrive toujours, mais si tu veux, là sur le cas précis, c'était pas arrivé. On va pas dégager quelqu'un, ça prendrait pas très longtemps, je pense, ça prend 3 jours, 4 jours. 3 jours ou 4 jours pour essayer de savoir pourquoi une maternité. Voilà le genre de trucs qu'ils mettent en rogne. Et c'est pour répondre à tes questions sur les sujets interdits. Quelle solution pour remédier... On arrête si tu veux, hein, si tu t'emmerdes, on arrête. Non, hein. j'ai pas encore envie de faire pipi encore, ça. Ah, ça va. Quelle solution pour y remédier concernant tout ce qui est propagande, conspi, fake news, question d'Internet? Je pense que c'est très dur. Je pense que c'est très dur. Je veux dire, c'est au journalisme de s'y attaquer. Oui. Et je pense que c'est très dur, si tu veux. Les gens qui pensent que qu'un Boeing n'est pas tombé sur le Pentagone le 11 septembre 2001, si tu veux, je sais pas très bien comment les aborder, ces gens-là. Oui, c'est très compliqué. Est-ce que tu les connais? Oui. Alors, je vais te dire. Est-ce que tu les as infiltrés? Non, je ne les ai pas infiltrés, parce que moi, à la différence de Thinkerview, je ne pratique pas l'infiltration. Je parle sous mon nom et pas sous pseudo. Mais alors, quand j'étais à France 5, si tu veux, par exemple, je faisais arrêt sur image à France 5, j'ai toujours refusé d'inviter Thierry Messens. Je lui ai dit, on ne va pas donner la parole à ce mec qui pense qu'un Boeing ne s'est pas écrasé sur le Pentagone. Quand je me suis retrouvé sur Internet, et c'était avant Internet, c'est-à-dire c'était à une époque où le système médiatique avait à peu près les moyens d'empêcher d'accéder à l'espace public un mec qui disait qu'il n'y avait pas de Boeing sur le Pentagone. Tu vois. Bon, depuis Internet, les médias traditionnels n'ont plus ces moyens-là. Si tu veux, le mec qui dit qu'il n'y a pas eu de Boeing sur le Pentagone, il fait sa vidéo, il crée son compte Twitter. Je veux dire, aux États-Unis, t'as un conspirationniste ultra connu. Comment il s'appelle? Jones, et son prénom m'échappe, mais voilà. Je sais plus quoi. Enfin, le nom de famille, c'est Jones. Qui non seulement est ultra connu, ultra puissant, qui a une énorme... Alex Jones, celui qui s'est fait tirer son compte Twitter, sa chaîne YouTube. Voilà, c'est lui, Alex Jones. À qui Trump a donné une interview pendant la campagne, etc. Donc, c'est les États-Unis, la France, bon. Donc, la question, c'est comment... nous, journalistes professionnels, si tu veux, on se positionne par rapport à ça.
Bon, alors depuis qu'on est sur Internet, j'ai invité une fois sur le plateau, parce que je me suis dit, après tout, il n'y a pas de raison de ne pas le faire, j'ai invité une fois un représentant de Reopen 9/11. Bon, je pense pas que ça ait donné une émission géniale, si tu veux. Mais, et puis si j'ai pas récidivé, c'est parce que j'ai pas forcément trouvé le truc génial pour traiter ce genre de choses. Mais je pense que, on va dire, en tout cas dans un dispositif de plateau, comme celui où on est là, si tu veux, la réfutation horrifiée du journaliste face à Reopen 9/11, mais vous vous rendez compte de ce que vous dites, mais c'est incroyable, mais c'est scandaleux, mais comment pouvez-vous, etc. Je pense que ça marche pas. Et ça renforce. C'est contre-productif. Mais ça renforce le mec, puisque il a en face de lui un journaliste plus ou moins encarté, et donc, si tu veux, le fait que les journalistes encartés démentent la version conspirationniste, ça, quelque part, ça la renforce. Vous voyez, voilà, ils sont tous de mèche pour cacher la vérité, etc. Je pense que la bonne façon de faire, en tout cas la moins mauvaise, c'est de pousser ces gens-là au bout de leur logique, si tu veux. Alors très bien, il n'y a pas eu de Boeing sur le Pentagone, admettons. Mais alors il y a quand même un Boeing qui a décollé à un moment. Il est passé où? Si c'est pas écrasé sur le Pentagone, il est passé où? On a trouvé une carcasse quelque part. D'accord. Alors il a été enlevé il a été convoyé dans un pays tiers. Enfin, tu vois, mais tu sais, c'est marrant parce qu'à propos de conspirationnisme, j'ai un souvenir très drôle pour te montrer que ça n'épargne personne. Quand Arrêt sur Image était encore sur France 5, on avait reçu Jean-Jacques Bourdin. C'était 2006, 2007, etc. Et Jean-Jacques Bourdin avait lancé un truc sur sa radio, sur RMC. Et il avait lancé l'idée qu'il y avait en France 6 sous-marins nucléaires officiels, mais qu'il pouvait y en avoir un 7e que personne ne connaissait, si tu veux. Et Jean-Jacques Bourdin était venu sur le plateau chez nous. Je ne sais plus quoi, on avait fait un sujet sur les sous-marins, un reportage sur les sous-marins. Et je vois mon Bourdin sur le plateau qui n'avait pas l'air d'être sûr qu'il n'y avait pas un 7e sous-marin nucléaire clandestin. C'est pour te dire que... bon, et donc, j'ai posé les questions de base. Jean-Jacques Bourdin, si un 7e sous-marin, il est servi par des sous-mariniers. Donc ces gens-là, ils sont bien payés. Ils sont en secret défense. Alors ils sont en secret défense, d'accord, mais il faut les payer. Donc je veux dire, il y a un budget pour payer ce 7e sous-marin. Donc ce budget, s'il n'est pas inscrit au budget officiel de la défense, si tu veux, où ça passe? Enfin voilà, si tu veux, j'avais essayé de le pousser jusqu'au bout de cette logique de l'existence du 7e sous-marin clandestin, et à la suite de quoi il a abandonné assez vite la thèse du 7e sous-marin clandestin. Si tu veux. Mais je pense que la bonne façon de faire, par rapport au conspi qui soit internaute de base ou qui s'appelle Jean-Jacques Bourdin, c'est ça. Quand il y a une propagande sur le système financier en disant voilà, pour nous, le capitalisme c'est le meilleur système et que tous les journalistes économiques reprennent ça en fanfare, est-ce que c'est normal, pas normal? Est-ce qu'on doit ouvrir un 3e chemin à d'autres opinions ou... Ben non, c'est pas normal. Non, c'est pas normal. Je pense que... Alors c'est explicable, parce que là, pour le coup, si tu veux... ça peut très facilement s'expliquer par le système d'actionnariat de la presse française aujourd'hui, c'est-à-dire que les médias français aujourd'hui, soit ils appartiennent à l'État, soit ils appartiennent à Arnaud, Bolloré et toute la bande que tu connais bien. Et donc, non mais si tu veux, que tu connais bien de réputation. Je sais bien que nous ne sommes pas chez Bolloré et chez Arnaud ici. Pas encore. Va savoir. Va savoir. Un jour. Attention, on a l'impression de voir Jean-Jacques Bourdin là. Ah, non, mais par exemple... je crois que les locaux appartiennent à une boîte de prod. Peut-être bien, ouais. T'es pas sûr? On n'est pas sûr. T'es pas sûr? Alors ça appartient à qui? Une boîte de prod. Ça appartient à une boîte de prod, ouais, d'accord. Bon, et comme je suis un peu curieux, je me suis renseigné un peu avant de venir ici, j'ai vu que cette boîte de prod travaille pour des grandes boîtes comme LVMH, par exemple. Donc pour Bernard Arnault. Donc s'il y avait des conspis qui s'intéressaient à Thinkerview, ils pourraient dire « Oh non, Thinkerview, oui, mais LVMH, Arnault, etc. » Bon, bref, fin de la parenthèse rigolote. Je sais bien que vous n'avez rien à voir à Thinkerview avec Bernard Arnault. Tu confirmes qu'on est dans une cave? Absolument. Mais la cave est une boîte de prod qui travaille aussi pour LVMH, pour Dior, tout ça. Enfin, c'est sur le site, hein, c'est pas secret. Je veux dire, j'ai pas fait d'infiltration. C'était quoi ta question? Le capitalisme. Bah oui, non, voilà, je veux dire, on a une presse qui appartient à des capitalistes, donc elle défend le capitalisme. Oui, qu'est-ce que je te dise? Voilà, mais oui, non, c'est pas bien. Je veux changer dire, les choses, hein? On fait comment pour changer les choses? On crée des médias indépendants financés par leurs abonnés, monsieur. Et donc, tu nous envoies la perche. On a beaucoup de podcasteurs qui nous écoutent. Oui. N'oubliez pas de nous financer sur Tipeee. C'est des dons, n'hésitez pas, faites-vous plaisir, ça nous rendra encore plus forts et plus indépendants. Et n'hésitez pas, si je peux me permettre... à souscrire des abonnements sur Arrêt sur Image. À souscrire des abonnements sur Arrêt sur Image. Et ça coûte? Alors ça coûte 45 € par an. Par an.
et 4 € par mois. Donc il y a le choix entre donc c'est que dalle si tu veux. C'est que dalle, mais il y a encore des gens qui nous disent c'est trop cher. Donc c'est vrai qu'on a aussi à 22 € maintenant par an Pour les étudiants et les chômeurs. un abonnement précaire étudiant et chômeur. Et alors c'est marrant parce qu'on a, je veux dire, là on est en train de faire une petite campagne de fin d'année et on a plein de gens qui nous disent j'adore ce que vous faites, mais j'ai pas le temps de tout lire, tous vos papiers, de regarder toutes vos émissions et tout, donc j'ai pas le temps. Donc je profite de mon interview à cette interview pour dire à tous ces gens, mais vous pouvez nous soutenir sans nous lire et sans nous regarder, c'est possible, vous pouvez nous faire un don sur une plateforme qui s'appelle J'aime l'info, qui est justement faite pour ça, et qui sera un don déductible à hauteur de 66% du revenu. D'intérêt général, c'est ça? Absolument, du revenu imposable de 2018. Question d'Internet, la collaboration Facebook-gouvernement pour lutter contre la haine sur les réseaux sociaux. Oui, alors ça a été annoncé aujourd'hui, mais moi je n'ai pas regardé en détail, je ne connais pas les modalités. C'est terrible chez toi, disons, faut avoir un avis sur tout, quoi. J'ai pas encore d'avis, j'ai pas regardé, j'ai préparé toute cette... C'est une... Si t'as pas d'avis, que t'es pas au courant, tu dis juste que t'es pas au courant et que t'as pas d'avis tout de C'est suite. ce que je viens de dire. Parfait. Voilà. Non mais j'explique, hein. Que j'étais en train de préparer mon interview. Ça, c'est une question de ta génération. Ah, ça y est, le scud. Non, c'est pas un scud, Le scud. un exocète peut-être. Qui aujourd'hui finance les nouveaux Denis Robert et comment? On en a parlé un peu, on a abordé la question avec le Disclose. Avec Disclose. Voilà, j'espère que les nouveaux Denis Robert, si tu veux, qui seront plus financés par Canal+, ça c'est sûr, et qui seront plus vont trouver des modèles du genre Disclose. Est-ce que tu as un conseil pour les jeunes générations? Oh là là, mais c'est horrible ce genre de... Ça fait combien de temps qu'on Qu'est-ce que tourne, tu veux à que peu je te dise? Un conseil pour les jeunes générations, mais croyez-y, les gars et les filles. Mais les jeunes générations quoi, en général, ou les jeunes générations de journalistes? Choisis. Le conseil pour les jeunes générations, c'est ne renoncer jamais à poser des questions connes. Voilà. ce que j'ai appris de mes parents et ce que j'ai transmis à mes enfants, j'espère. Est-ce que tu as 3 livres à conseiller? Alors, est-ce que j'ai 3 livres à conseiller? Écoute, je sais pas si je les conseille. En ce moment, il se trouve que je suis en train de... Alors, c'est pas des nouveautés, hein. Je suis en train de lire en ce moment les mémoires de Churchill. Génial. Génial, la guerre vue de l'intérieur, ses rendez-vous avec Roosevelt, ses rendez-vous avec Staline, formidable. Et en même temps, ce qui nous ramène à mon livre, et en même temps, je suis terrifié de voir à quel point la persécution des Juifs est absente totalement de son champ de vision. J'ai pas encore fini, mais il n'y a pas un mot. Je veux dire, voilà. Alors ça fait un. Alors, il y en a un... Après, il y a des grands classiques. Je vais en sortir avec les grands classiques, si tu veux. Je pense qu'il y a un livre qui ne se démode pas et qui ne se démodera jamais. C'est L'étrange défaite de Marc Bloch. On parlait de journalisme. Marc Bloch n'est pas journaliste, il est historien. Et pourtant, à chaud, si tu veux, immédiatement après la débâcle de 40, il va te passer au scanner les raisons de la débâcle de 40. Tout le monde y passe, les ouvriers, les patrons, les élites, les généraux, les intellectuels. Et c'est un livre d'une modernité incroyable qui t'aide à comprendre. D'abord, c'est un reportage formidable, puisque non seulement il est historien, mais il était sous l'uniforme pendant la campagne de 40, si tu veux, donc il raconte son unité. Et en même temps, c'est un livre qui te raconte la France, quoi, la France de 40. Mais la France de 40 qui n'a pas tellement changé. Et après, après moi, mon livre le livre que je reprends sans arrêt, si tu veux, c'est un recueil de poésie d'Aragon qui s'appelle Le roman inachevé, qui est mon recueil de chevet, parce que j'aime beaucoup Aragon. Il y a des journalistes qui finissent porte-parole du gouvernement ou d'un gouvernement. Qu'est-ce que t'en penses? Que c'est leur trajectoire, qu'est-ce que je te dis, c'est révélateur effectivement d'un certain esprit de connivence entre les journalistes et les politiques, c'est ce qu'on disait au début de l'émission, tu vois. Donc voilà, c'est un révélateur. Après, je ne vais pas les juger personnellement, c'est leur trajectoire. C'est à un moment, ils en ont marre, c'est leur histoire. Daniel Schneiderman, merci. Eh ben, merci à toi, mais je ne sais pas comment t'appeler. Bruno. Bruno, c'est pas Camille, c'est Bruno. Merci Bruno.